fait, monter une boîte qui fonctionne, ça passe par l'équipe et uniquement. C'est-à-dire si votre boîte elle fonctionne et votre boîte elle marche, c'est l'équipe qui est la clé. Vous avez beau avoir un beau produit, un beau service, une belle opportunité, le marché est ouvert, il y a toutes les lumières sont vertes. Si l'équipe ne tient pas la route, c'est mort. Bonsoir à tous. Donc, j'ai repris Coup d'État il y a 6 mois, qui était donc une formation à l'entrepreneuriat de The Family, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez. Je l'ai repris et on est parti d'un constat, c'est que la plupart des gens qui regardaient Coup d'État n'étaient pas forcément des gens qui avaient envie de monter des startups. Ils avaient envie par exemple de monter aussi des boîtes de services, de monter des lifestyle business, des muses, faire du freelance, etc. Et ils appliquaient les leçons qu'on donnait pour les startups, et ils les appliquaient en fait à tous ces types de boîtes différents. Et donc on s'est dit, quand on a relancé le truc, on va faire des événements Coup d'État où on va inviter des gens qui n'ont pas nécessairement des startups et qui vont venir raconter leur parcours, les leçons qu'ils en ont tirées et expliquer un peu comment ils ont créé les éléments importants de leur boîte. Ce soir, on accueille Olivier, qui est le CEO de Kimono. Et il va vous parler de comment créer une team hyper efficace, des cofondateurs jusqu'à la core team, les employés, etc. Je vous laisse accueillir Olivier et bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici. Bienvenue donc à The Family. Merci Valentin pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger dans ce type d'événement parce que c'est un bon exercice pour tous les deux. Ça permet, enfin, vous et moi, ça permet de s'inspirer, de co-créer ensemble. Donc c'est toujours un plaisir. Donc j'espère que vous allez bien. Avant même de rentrer dans le détail, je suis très heureux d'être ici parce qu'en fait on parle d'un sujet qui me passionne profondément. Donc j'espère que je vais vous donner tous les enseignements possibles, ou en tout cas que ça vous aide. Si ne serait-ce qu'une chose vous aide, ça me fera plaisir et vous aussi. Donc le sujet du jour aujourd'hui, donc voilà, créer la meilleure équipe des cofondateurs à la team. Donc en fait, en fin de compte, c'est uniquement de l'humain. Là, on va parler de l'humain, donc cet être incompréhensible, mais quand on comprend sa gestion et son analyse, c'est hyper puissant. Je pense qu'en fait toute cette réussite en termes de boîte, de société est due à cette réussite humaine. Donc c'est un sujet qui me passionne. Donc du coup, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Olivier, j'ai 27 ans, je suis le fondateur et CEO de Kimono. On a 1 an et demi maintenant. Et pour la petite histoire, c'est ma 5e boîte. Donc j'ai fait pas mal de choses du lycée à aujourd'hui, donc ça va faire bientôt 10 ans. J'ai pas mal fait de choses en parallèle dans mes études. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, chaque aventure a amené la direction à la suivante. Et ça peut vous dire 5 boîtes en peu d'années, vous pouvez vous dire qu'il peut y avoir des échecs, etc. En fait, moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des enseignements. Ce qui veut dire que toute aventure reste une expérience. Donc en partant de ce constat-là, chaque opportunité nous amène à un autre niveau et nous amène ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et rien ne serait arrivé sans celle d'avant. Et sans celle d'avant. C'est impossible de faire la culbute. Et je suis persuadé que Kimono m'amènera ailleurs. Tout en profitant du moment présent. Mais voilà. Ça, c'est la petite présentation là-dessus. Qui connaît Kimono dans la salle, déjà? Ok. Donc un peu de la moitié. Et qui monte sa boîte ici? Qui est entrepreneur, peu importe le stade? Ok, pas mal de monde. Qui bosse en start-up? Personne. Vous faites quoi les autres? Grand groupe? Non, ok. Comme on est en intimité, on aura l'occasion de discuter après. Donc du coup, pour Kimono, pour tous ceux qui ne savent pas, en fait, on est parti d'un constat très simple. Nous, on habille la culture des boîtes. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? On fait des vêtements personnalisés pour les entreprises. Donc c'est un business B2B. On est initialement positionné sur le marché des startups. Et notre motto, c'est vraiment on se positionne comme des culture designers. Pourquoi? En fait, on s'est rendu compte que la culture et l'identité d'une boîte, c'était hyper important. La culture, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'aménagement des bureaux. Donc, par exemple, ici, on sent chez The Family, il y a une culture très forte. Par exemple, Google l'a compris il y a très longtemps que l'aménagement des bureaux, la déco et l'environnement de travail faisaient partie de la culture et permettaient d'attirer des talents et garder des talents. La culture, c'est aussi la manière dont on communique. Exemple, Michel Augustin l'a fait très bien à une époque et est connu pour ça, ce qui a attiré des talents. La culture, c'est aussi la manière dont on est représenté.
Et donc c'est là où on intervient. Quand on parle de représentation, on parle de son branding, que ce soit les codes visuels, mais aussi les codes vestimentaires. Donc nous, on a pris ce créneau. Donc en fait, on est entré sur le marché du textile personnalisé et on s'est dit, ok, on est face à une offre qui existe depuis 20-30 ans, qui n'a pas bougé, qui est sous la poussière, tant par les produits qui sont mal coupés, qui sont cheap, et on en a tous chez nous, comme le sweat ou le t-shirt qu'on met le dimanche matin. Ça, c'est le marché actuel, et le service n'est pas mieux que ça. Donc en fait, on s'est dit, alors que l'offre est comme ça, de l'autre côté, il y a une demande qui est en train d'exploser au sentiment d'appartenance, le sentiment d'identité, le sentiment de culture est devenu hyper important et a pris une place conséquente. On s'est dit, il y a un gap et nous, on arrive pile au milieu. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est des vêtements personnalisés assez quali, qui représentent les codes de la mode du prêt-à-porter, avec une notion éthique, avec une notion de service et d'excellence client au premier point, c'est-à-dire que nous, on ne part pas du principe qu'on est le fournisseur, on part du principe qu'on est le partenaire. Donc on est dans une logique d'accompagnement et d'aider la culture des boîtes. Et vous allez comprendre juste après, par rapport à notre vision qui a pas mal évolué avec ça. Donc on a plus de 400 références qui vont de la tête aux pieds, ça va être une casquette, des chaussettes et tous les accessoires textiles qu'on connaît. Et d'ailleurs, si vous voulez voir après, on a un showroom qui est juste ici. Donc on est vraiment à domicile ce soir. Donc pour vous expliquer rapidement, et après on en parlera plus tard, mais la vision de Kimono, très simple pour que vous posez le cadre, c'est 3 poupées russes. Imaginez 3 petites poupées russes. La première, la plus petite, c'est prendre le lead du marché du textile personnalisé. Ça passe par quoi? Ça passe par être leader niche par niche. Donc quand on appelle des niches, on appelle des positionnements. Le premier, c'était les startups. On est rapidement devenu le leader là-dessus. Et ensuite, on a enchaîné. On a commencé à attaquer les grands groupes, ensuite la restauration, ensuite les étudiants, et ce sont les 4 niches lancées en date. À partir de 2019, il y aura des nouvelles niches qui vont arriver, exemple le sport, le monde de la musique. Et quand vous faites le calcul, il y en a plein, et c'est une industrie monstrueuse. Du coup, ça c'est la première vision, premier développement. La deuxième, poupée russe, donc qui englobe celle-ci, l'idée c'est de répliquer la même stratégie à l'international. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrive par exemple au UK, et on recommence par la première, donc on recommence par les startups, on devient leader là-dessus, et ensuite on réplique. Donc il y a eu le UK qui a été lancé à Londres, l'Allemagne à Berlin il y a quelques temps, l'Espagne et le Portugal en janvier, le Benelux avec Bruxelles et Amsterdam au mois de mai, et la Scandinavie au mois de septembre. Donc ça veut dire que 2019 c'est gros développement international. En fait ces 2 poupées russes, c'est prendre le lead du marché européen en 4-5 ans. Donc c'est assez ambitieux, mais on est vraiment face à un boulevard où il y a une brèche qui s'est créée et on peut le faire. Maintenant ça va être notre capacité d'accélération. Et donc la 3e poupée russe, qui est la plus importante, donc je parlais de culture tout à l'heure, en fait on se positionne comme des culture designers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait on accompagne la culture des boîtes en développant des nouveaux produits et des nouveaux services. Donc historiquement, on a commencé par le textile, mais depuis, on a toute une offre concernant les objets. Et ce qu'on vient de lancer, c'est toute la partie office design. Donc bureau personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, son enseigne personnalisée, des néons personnalisés, du mobilier personnalisé, de l'art mural, de l'art végétal. On a toute une type d'offre où on n'est pas encore des architectes d'intérieur, mais aujourd'hui, ça nous permet de pimper les bureaux. Et en fait, au fil de notre développement, on va avoir plein de nouveaux produits, plein de nouveaux services, et ça se trouve dans 2 ans, on aura une branche consulting où on sera des experts dans la culture et on accompagnera les dirigeants, etc. Donc ça c'est pour Kimono. Pour conclure en termes pour vous donner un peu de chiffres, donc on a 1 an et demi, lancé en mars 2017, on est bientôt une trentaine de collaborateurs. La première année on a fait 1 million de chiffre d'affaires, cette deuxième année on va faire entre 3 et 4. Et l'enjeu de la 3e, ça va être entre 10 et 15. Donc grosse ambition, mais entièrement possible, parce que comme je disais, c'est un marché énorme et on est assez déterminé pour. Donc voilà pour la petite parenthèse Kimono, comme ça vous savez ce qu'on fait. Mais surtout, le sujet d'aujourd'hui, donc je vais m'en servir comme exemple, mais on va parler de pas mal de choses plus profondes. Comme je vous disais, moi c'est un sujet qui me passionne foncièrement, et quand on en parlait avec Valentin, quand on a voulu créer ce talk, on s'est dit je ne vais pas vous raconter chronologiquement mes histoires et vous dire les enseignements, parce que ce ne serait pas intéressant pour vous et ce ne serait pas intéressant. Du coup, je me suis dit, on va réfléchir à un plan auquel nous, on exécute le plus souvent possible pour comment, avec toutes les expériences que j'ai fait, toutes les équipes que j'ai vues, etc., comment vous faire comprendre le plus simplement possible et que vous en tirez quelque chose. Du coup, le plan, ça va se passer en 3 parties.
La première, qui est fondamentale, qui va être un peu philosophique, un peu psychologique, c'est le rapport aux gens. Vous allez voir, j'ai passé un moment là-dessus. C'est tout le rapport aux gens qui, en fait, c'est le mindset de base. La deuxième, ça va être bien sûr de parler des cofondateurs et tout le mystère qui va avec. Et ensuite, de l'équipe et de la culture. Donc ça, c'est le plan de ce soir. Pourquoi on fait ça et en fait, pourquoi on parle de ça? Et tous les entrepreneurs dans la salle, je pense, sont au courant dessus, sur ce sujet. En fait, monter une boîte qui fonctionne, ça passe par l'équipe et uniquement. C'est-à-dire si votre boîte elle fonctionne et votre boîte elle marche, c'est l'équipe qui est la clé. Vous avez beau avoir un beau produit, un beau service, une belle opportunité, le marché est ouvert, il y a tous les lumières sont vertes. Si l'équipe ne tient pas la route, c'est mort. En tout cas sur le long terme et ce sera bancal. Donc en fait l'équipe c'est le maître mot. Et je vais vous raconter au fil de mes expériences, j'ai eu tout type de cofondateurs, que ce soit des amis, des inconnus, j'ai tout type d'équipe et je commence à comprendre l'importance de l'équipe et aussi comment faire en sorte d'avoir une équipe solide et qui vous emmène dans les étoiles. Vous êtes prêts? On y va? Ok. Donc, première partie, le rapport aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est l'interaction que vous avez avec tout le monde, on rencontre des gens tous les jours, au quotidien, que ce soit dans la vie pro ou la vie perso. Avant de rentrer dans les notions de ce rapport aux gens, il faut partir d'un constat très simple. Donc je vais rien vous apprendre, mais c'est un motto de vie très clairement. Vous savez qu'on n'a qu'une vie. C'est important de se le rappeler. Et d'ailleurs, il y a un dicton assez connu qui nous dit on a 2 vies et la deuxième vie commence quand on a pris conscience qu'on n'en a qu'une. Ça, c'est important de se le rappeler. Moi, personnellement, je me le rappelle tous les jours. Et c'est pour ça qu'il faut être à fond et profiter au maximum. Et du coup, partant de ce constat-là, ça nous amène 2 règles. La première règle, c'est l'intensité avec les gens. Et c'est hyper important ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, plus on grandit, plus on rencontre de gens, plus on fait de choses, moins on a le temps. Et en fait, l'intensité avec les gens, quand j'entends par intensité, ça ne veut pas dire être hyperactif, être excité, ça veut dire l'intensité du moment que vous vivez avec la personne. En fait, c'est énorme de se dire, si vous vivez une intensité forte avec quelqu'un, ce qu'il en découle, il y a une richesse et une émotion profonde. L'intensité, ça peut être dans la communication non verbale, ça peut être hyper calme, mais en fait, vous êtes dans le moment et vous le vivez intense. Ça, c'est hyper important à savoir comme règle. Chaque moment que vous avez à passer, il doit être extrêmement intense. La deuxième règle, c'est on oublie la partie négative. C'est-à-dire que face à nous toute la journée ou même tous les jours, on est face à des choses négatives. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un événement annulé, reporté, qui ne se passe pas comme prévu, ça peut être des gens qui vous gonflent. Tout ça, c'est négatif et en fait, il faut l'oublier. Il faut toujours optimiste, positif. Et en fait, même dans le négatif, il y a toujours du positif. Et quand vous arrivez à le découvrir, généralement il est caché, si vous arrivez à le sortir et trouver ce positif, vous êtes après une machine de guerre. Parce qu'en fait, rien ne peut vous abattre, vous êtes déterminé, et il y a cette notion de courage. Et on sait que dans l'entrepreneuriat, une des plus grandes valeurs, c'est le courage, et ça en fait partie. Et ça permet d'être courageux. J'ai un exemple pour illustrer tout ça. J'ai un ancien associé, donc je vous raconterai l'aventure tout à l'heure. On a monté une boîte qui s'appelait La Récolte. Mais au-delà de ça, c'est un de mes meilleurs amis. On a fait toute l'école ensemble, et il vit au Portugal depuis 4 ans. Cette personne, on se voit 3-4 fois, tous les 3-4 mois par an, donc ça fait 2 à 3 fois par an max depuis 4 ans. Pourtant, ma relation n'a strictement pas changé, alors qu'on peut se dire la distance nous écarte et la vie fait les choses. Sauf qu'en fait, chaque fois qu'on se voit, il y a une telle intensité et on sait qu'on se prépare et on sait que ça va être intense et on se voit, on vit tellement le moment qu'en fait il en découle tellement de choses qu'on n'a pas besoin de se voir pendant 6 mois. Et donc du coup, quand vous connaissez beaucoup plus de monde, plus vous grandissez, et vous ne pouvez pas voir souvent tout le temps, tout le monde. Donc si vous êtes intense dans chaque moment, chaque moment est important et intéressant et pour la personne en face. Ça c'était surtout pour l'exemple de l'intensité. Donc du coup, ces 2 règles, ça nous amène à une notion essentielle, qui est la création du contexte à la rencontre. Donc en fait, créer le contexte avec les gens. Et là, on rentre dans un truc un peu profond, et c'est une mécanique que j'utilise depuis une dizaine d'années, et elle marche à chaque fois. Qu'est-ce que c'est créer le contexte? En fait, aujourd'hui, au quotidien, on loupe des créations de contexte. Par exemple, vous décidez de rentrer en métro plutôt qu'à pied, vous ne savez pas où vous allez. 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 Vous
vous loupez un contexte. Ça, c'est des éléments naturels et c'est la vie qui fait comme ça. Vous avez choisi, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ça se trouve, vous serez rentré à pied, vous aurez croisé quelqu'un, vous serez rentré dans une boutique pour acheter un cadeau, vous aurez parlé avec le vendeur ou la vendeuse, il sera passé quelque chose. Ça, c'est un contexte. Ça, c'est les notions où aujourd'hui, on en loupe tous les jours. Vous êtes venu ici plutôt qu'un verre ou un dîner, vous avez loupé un contexte. Mais pourtant, vous en avez gagné un. En fait, l'importance de ce contexte, c'est tous les jours, on en loupe naturellement, mais en fait, tous les jours, on en refuse aussi. Et la variable, elle est là. C'est-à-dire que quand on vous propose de faire une activité extérieure, que ce soit du sport ou quelque chose, et il pleut des cordes dehors, on est d'accord, on a la flemme. C'est chiant. Quand on nous propose une soirée où on ne connaît personne, c'est loin, ça sort de ma zone de confort, c'est chiant, on a la flemme. Quand on vous propose de faire une conférence devant une centaine de personnes, un talk, etc., on a la flemme, la peur du jugement, le stress. Et en fait, tous ces refus quotidiens, et à petite et grande valeur, nous permettent en fait de louper des contextes en permanence. Je ne sais pas si... est-ce que vous avez vu le film Yes Man? Tout le monde connaît? Qui ne connaît pas le film? Ok, bon, rapidement, ce film, en fait, c'est Jim Carrey. Il incarne le rôle de quelqu'un qui dit non à la vie tout le temps. Donc, rien ne lui va, il est aigri, il refuse tout le temps parce que ça ne le va pas, il ne sait pas ses valeurs, etc. Il perd son job, plus de femmes, vie horrible. Un jour, il arrive dans une conférence comme celle-ci, et il y a un gourou qui lui dit « dis oui ». Non, il arrive dans cette salle et il se rend compte que si on dit oui à tout, ta vie va changer. Il n'y croit pas, bien sûr, donc il teste. Donc après, ça reste un film, donc il lui arrive plein d'aventures, bonnes ou mauvaises, mais il vit une vie incroyable. Et en fait, il trouve le job de ses rêves, il trouve la femme de sa vie, il est heureux, plein de bonheur. Donc c'est un film, donc faut pas tout prendre au mot, mais il y a du vrai là-dedans. Et cette notion de yes et de dire oui, de proposer le contexte, c'est hyper important. Normalement, j'ai un petit exemple là-dessus. C'est le meilleur exemple aujourd'hui. Moi, je pars du principe qu'en fait, maintenant, j'ai tellement compris les outcomes qui viennent quand vous dites oui, parce que c'est pas automatique. C'est-à-dire, vous allez 100 fois dire oui, ça se trouve, il va rien se passer. Mais en fait, une fois, il va se passer quelque chose d'énorme, et ce sera grâce à toutes les fois où vous avez essayé. Et en fait, quand vous comprenez ce qui se passe derrière et les éléments, c'est énorme. Moi, franchement, je l'applique tout le temps, et même quand j'ai pas envie, ou tu as peur, ou autre, tu te dis, vas-y, go, parce que tu sais que tu vas créer un contexte, il va se passer quelque chose. Et quand on est dans cette mécanique, c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs amis, c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs petits amis, c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs collègues, et c'est comme ça que vous rencontrez vos futurs associés. Et en partant de ce principe-là, moi j'ai un bon exemple en ce moment, et en fait je joue avec moi-même parce que je le teste, et je vois un peu ce qui se passe, et à chaque fois ça marche, c'est évident. Donc je suis parti à Copenhague un week-end au mois de juin, donc Airbnb avec un copain, etc. Il s'avère que le host Airbnb, donc si vous avez déjà vu des Airbnb, l'host Airbnb classique va vous dire, va vous donner les bonnes adresses, il va vous dire voilà, où sortir, où dîner, où visiter. Là, vous avez une possibilité de création de contexte. Et en fait, à vous, c'est de votre ressort de dire oh, il m'intéresse pas, j'ai déjà tout regardé sur Instagram, qu'est-ce qui me gonfle lui? Ou de l'écouter et de créer le contexte. Et ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, donc on était hyper intéressés, et il nous a proposé une soirée le lendemain, il dit ah venez, etc. On aurait très bien pu nous dire aucun intérêt, on n'est pas là pour poursuivre, on veut faire des trucs de touristes, etc. Au final, on y allait, on a fait une super soirée tous ensemble, on a rencontré plein de gens. On est resté en contact tout le week-end, il nous a fait visiter tout le week-end, on a mangé avec lui, bref, on a commencé vraiment à se rencontrer. Et ce mec-là, on est resté en contact. Je suis retourné le voir pour le boulot avec Kimono là-bas, où il m'a présenté mon futur country manager de Copenhague, qui est un de ses meilleurs amis. Donc déjà, j'ai trouvé un gars local. Et le deuxième, ce qui est encore plus fou, c'est que ce mec-là, il est venu à Paris avec ses copains il y a 2 semaines, en week-end. Je l'ai présenté à un pote artiste qui fait des œuvres d'art. C'était sa première production, première série. Donc généralement, on vend qu'à ses proches. Ils ont matché et il lui a acheté sa première œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on part d'une création de contexte à derrière des choses énormes. Et par exemple, je sais qu'avec lui, il va se passer plein de choses. Et en fait, quand vous êtes dans cette logique, le contexte, il est permanent. Et il se passe un nombre incalculé de choses au quotidien. Et à ce moment-là, on va toujours vous dire, vous avez de la chance. Moi, on me dit tout le temps, ah, t'as toujours de la chance. Mais en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est une mécanique permanente, naturelle. Donc attention, on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans du calcul, parce que ça se ressent. Et dès qu'on joue un rôle, généralement, la réalité revient très vite. Là, on est dans le naturel. C'est un mindset à avoir. C'est quelque chose,
on sait les outcomes qu'il y a à se créer les contextes, on sait les refus auxquels on dit permanence au quotidien. Si on switch un peu, petit à petit, et qu'on comprend tout ce qui arrive derrière, c'est énorme. Franchement, j'ai des millions d'exemples, on pourra en parler après, mais c'est tellement enrichissant au quotidien, et c'est pas de la chance, c'est un état d'esprit à avoir. Donc ça, c'est une notion importante par rapport au rapport aux gens. Donc il y a un petit point à noter, c'est que, par exemple, je déteste quand la rencontre elle est forcée, ou le contexte est forcé. Exemple, il y a beaucoup de speed dating de fondateurs qui existent. Exemple, on doit trouver notre développeur, on doit trouver notre gars business, et on match. C'est le même cas pour les applications de rencontre, c'est le même cas pour tout ce qui est forcé en fait. Même les soirées networking, vous savez que vous y allez pour networker. Vous allez jouer à un jeu, vous n'allez pas être naturel. Donc il y a des exceptions, ça peut marcher, mais globalement, le naturel revient très vite et vous ne pouvez pas construire quelque chose de concret et de naturel. Donc du coup, comment on fait ? On crée le contexte en permanence. Et quand vous créez ça, moi, tous mes associés que j'ai eus, mes partenaires d'équipe, mes projets, tout, c'est fait dans la création de contexte. Et en fait, quand vous êtes dans ce mindset, tout vient seul, franchement. Donc cette deuxième notion, elle nous amène à, en fait, ça y est, le contexte est créé. Maintenant, il va falloir bosser. C'est pas juste on crée le contexte, on peut très bien créer le contexte. Donc, exemple, ce soir, vous avez créé le contexte, vous êtes venu ici. Après, on a un dîner ensemble. Donc déjà, vous avez créé le contexte, il peut se passer des choses. C'est sûr que ce soir, il va se passer des trucs. Du coup, comment activer en fait la suite ? C'est que vous créez le contexte. Maintenant, on va rentrer dans un peu plus de technique. Donc, je vous ai dit, c'est un peu philosophique. L'idée derrière, c'est au moment où on crée le contexte, que la rencontre, elle se passe 5 secondes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il faut, là c'est le mot curiosité qui rentre en jeu. En général, moi ce que je fais, il faut partir du principe tout le monde est intéressant, et là je bombarde de questions, et là je m'intéresse. Et en fait l'idée de tout ça, c'est de bombarder de questions, de curiosité, et on s'en fiche si cette personne ne vous renvoie pas la balle, c'est pas grave, parce qu'il y a des personnes qui réagissent différemment, que ce soit différemment, que ce soit par la timidité ou autre. Et on pose plein de questions, que ce soit le travail, le hobby, et en fait tout ce travail, il permet de trouver la petite pépite. Parce qu'en fait, tout le monde a des points communs avec tout le monde. Ici, si on se pose tous chacun 1 heure, tout le monde a des points communs. Et il y a des interactions qui pourront naître. Et en fait, là, c'est une technique de rebondissement, de poser des questions, d'être hyper curieux et de trouver cette pépite. Et au moment où vous l'avez, ça y est, vous avez un point commun. Et en fait, à ce moment-là, c'est là où il y a votre travail mental parce que on est souvent arrêté par des jugements autocritiques, à savoir pourquoi je vais faire tout ça parce qu'il n'a pas le même style que moi, il n'a pas le même milieu social, il ne parle pas de la même manière, tout ça c'est bullshit. Et en fait les gens avec qui vous avez le plus de points communs, c'est ceux qui à première vue sont les plus différents. Et en fait vous voyez, moi je m'amuse à le tester et en fait j'adore les gens en général donc je m'intéresse un peu à tout le monde, mais il y a des points communs partout. Et en fait qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire quand vous trouvez ces points communs, vous trouvez cette pépite, et c'est comme ça, comme je vous disais, vous trouvez des futurs amis, des futurs collègues, des futurs recrues, etc. Et ça se fait naturellement. Et c'est un process, et tout ne se fait pas automatiquement, c'est-à-dire, le contexte est créé, j'ai posé mes questions, et on s'en va. Non, ça veut dire que c'est qu'une personne, vous allez rester en contact, et il peut se passer des choses dans le temps. Mais ce qui fait qu'en fait, vous explosez votre réseau en permanence, c'est que vous avez un réseau énorme. Et sachant qu'on a dit, vous êtes intense dans chaque moment, vous êtes positif et optimiste, il ne peut que se passer des bonnes choses dans le temps. Donc ça n'a rien à voir avec la chance. Donc quand on parle de tout ça, on peut se dire c'est très centré sur soi, c'est un peu de l'égoïsme parce qu'on pense à soi. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce qu'on fait, c'est on donne du temps, on donne de l'énergie, on s'intéresse aux autres. Et en fait, il y a une grosse notion de care, on prend soin de l'autre. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que les personnes qui ont la flemme ou qui n'ont pas le temps, c'est les personnes qui se renferment sur elles-mêmes. Et si vous donnez ce temps, vous donnez cette énergie, et que vous le testez une fois et vous voyez les outcomes qui en ressortent, et après vous enclenchez cette mécanique régulière. Et ce qui en ressort, c'est vraiment énorme. Donc c'est un travail sur le long terme. Moi vraiment, j'ai compris ça, entre guillemets, c'est des millions d'expériences, des millions de rencontres, mais maintenant je commence vraiment à maîtriser ça et je m'amuse avec. Quand j'ai créé mon premier projet, donc c'était même pas une société, c'était en terminale au lycée, et j'avais fait les suites de mon lycée. Donc vous verrez le lien avec Kimono. J'avais fait les suites officielles de mon lycée, donc ça s'appelait lycée Alexandre Dumas. C'était Dumas High School, Science, etc. Un peu à l'américaine, ça avait super bien marché. Et en fait, à la base, je sais même plus pourquoi je l'avais fait. C'était pour soit me faire un petit peu d'argent ou m'occuper à côté. Et en fait, ça a duré 1 an. Et il s'est passé, à ce moment-là, je me suis dit,
mais en fait, tu as vu juste en faisant ça, toutes les portes qui sont ouvertes, ou en tout cas toutes les connexions que ça a générées. Ben, en fait, je me suis dit, à partir de maintenant, je veux que créer, ou en tout cas, être dans une logique d'intéressement. Et parce que c'est pas spécialement du pro et le particulier, en fait, c'est une notion de vie. Ça peut être très personnel comme très professionnel. Ça dépend. Donc ça, c'était surtout donc, pour vous parler de ce rapport aux gens qui est hyper important. Donc, pour juste résumer, si vous partez du principe que vous êtes intense à chaque moment, donc comme je dis, c'est intense à 100% dans tous les moments, ce qui ne veut pas dire être hyper excité, qu'il n'y a pas de négatif, ou en tout cas, vous le laissez de côté et vous envoyez le positif. On dit souvent il y a un mal pour un bien, mais c'est vrai, il y a toujours un mal pour un bien. Donc si vous voyez toujours le positif et optimiste, vous avez cette intensité, vous avez cette notion de création de contexte, et vous avez cette technique de s'intéresser à cette personne et de trouver cette pépite et ce point commun. Derrière, il se passe des choses énormes. Et c'est enrichissant. Deux, ça peut vous apporter à votre interlocuteur par rapport à ce que vous avez dit. Ça peut vous apporter à vous par rapport à ce qu'il dit. Et mieux, ça peut vous apporter tous les deux sur peut-être un projet ensemble ou autre. Et c'est comme ça qu'on trouve ces associés. Mais on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, je vais passer à la notion suivante qui va être plus les cofondateurs. Mais en fait, tout ce qui va suivre, si le mindset il n'y est pas, c'est mort. Et donc c'est pour ça que je tenais à vous parler de ça. C'est quelque chose d'important, on pourra en discuter si vous avez des questions là-dessus avec plaisir. Mais c'est quelque chose d'hyper important qu'on oublie, mais c'est game changer à ce niveau-là. Donc du coup pour la partie les cofondateurs. Donc on est parti du principe que tout le monde est intéressant. On est parti du principe où on rentabilise chaque interaction parce que personne n'a le temps et on a de moins en moins le temps. Donc chaque interaction doit être importante. Et pour répondre à la question comment on choisit ces cofondateurs, comment on les trouve, et ben en fait on ne les choisit pas et on ne les trouve jamais. C'est comme la fin de notre vie, il ne faut pas partir à la recherche. Souvent, donc justement, tout le monde pense que j'aimerais monter une boîte avec lui, ou j'ai un projet, mais je ne sais pas avec qui le monter, donc j'attends, est-ce que j'y vais seul, etc. En fait, vous ne le choisissez jamais. Et c'est corrélé avec ce que je disais avant sur la partie de création de contexte. En fait, quand vous créez le contexte, vos fondateurs, vous les trouvez, les projets. Moi, pour mes les 5 boîtes, j'ai eu un meilleur ami, un autre pote, j'ai eu un mec beaucoup plus âgé que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, j'ai eu des gens que je connaissais pas non plus, à savoir The Family et mon autre associé qui s'appelle Hugo Benz, qui est l'expert du textile. Donc les 3 associés. Donc en fait, et je les ai jamais choisis, je les ai jamais cherchés d'ailleurs. Je me suis jamais dit ce matin, ça va être eux mes associés. Ou en tout cas, je vais essayer de les convaincre. Non, ça se crée et ça se trouve, et il y a une flamme toujours qui se crée autour. C'est comme les idées. On pense toujours que ça y est, j'ai la bonne idée. En fait, l'idée ne vient jamais seule. C'est une confrontation d'échanges. Et je reviendrai là-dessus plus tard parce que c'est comme ça que Kimono s'est lancé. C'est une confrontation d'échanges qui a donné la flamme. Et tout d'un coup, le cofondateur, il est unique. Donc, je mentionnais quelque chose, le fait de se lancer seul ou pas. Il y a un débat qu'on entend souvent et que je vois souvent. Est-ce qu'il faut se lancer seul ou avoir des cofondateurs ? En fait, faut arrêter le débat maintenant parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet là-dessus parce qu'il y a des success stories dans les 2 cas. Vous pouvez très bien fonctionner seul, vous pouvez très bien fonctionner en une équipe. Ce que je sais en tout cas, c'est que c'est toujours mieux avec quelqu'un. C'est toujours plus agréable, ne serait-ce que pas spécialement pour la partie compétence au boulot. C'est toujours plus agréable de bosser avec quelqu'un parce que on partage un moment de vie et c'est toujours plus agréable de partager avec quelqu'un. Bien sûr les réussites, mais surtout les échecs et les moments durs. Parce que vous avez beau avoir vos proches qui vous soutiennent, ils ne comprendront jamais ce qui se passe quand ça va mal ou autre. Et avoir un cofondateur, dans ces cas-là, ça aide. Donc du coup, sur le principe de être seul ou à plusieurs, il n'y a pas de débat. En fait, si vous êtes seul, allez-y. Si vous êtes plusieurs, allez-y, mais il n'y a pas de règle évidente. Moi, j'entends souvent autour de moi, je suis seul, je ne sais pas si je me lancerai ou pas. Faut y aller, dans tous les cas. La suite fera les choses. J'ai 3 exemples là-dessus. Par exemple, les suites, à l'époque, c'était pas vraiment une société, mais je l'ai fait seul pendant 2 ans. Et il n'y a pas eu de problème. En revanche, j'ai monté une boîte qui s'appelait La Récolte. C'était des stands de salade de fruits frais, légumes, dans les universités et les événements. Donc on avait plus de 15 points de vente. Seul, ça aurait été impossible. Pourquoi ? Parce que pendant 6 mois, c'était lever 5 heures du matin, tourner des marchés pendant 2 heures, porter des palettes chargées, aller livrer tous les points de vente et tenir un point de vente parce qu'on n'avait pas assez de monde tenir pendant toute la journée, donc couper. Et en plus, on avait commencé au mois de novembre, donc on s'est tapé tout l'hiver. Et rentrer, rechercher les points de vente, nettoyer,
et rentrer. Il est 23 heures. Ça pendant 6 mois. À 2, c'est plus simple. Et vous savez, c'est passé comme une lettre à la poste. Là, c'était vraiment les mains dans le cambouis, le vrai entrepreneuriat, vraiment la vraie petite entreprise. Et en fait, c'est passé comme une lettre à la poste parce que justement, j'avais un associé qui était incroyable. Et en fait, on était ensemble, donc on partageait tout. Donc du coup, ça passe tout seul. Et c'était une super expérience. Donc voilà pour la partie ça au plusieurs. Ce qui est important aussi de savoir, et ça c'est surtout notre génération, on pense toujours que ça va marcher du premier coup, ou en tout cas ce cofondateur c'est le bon. En fait, pareil, on peut enlever ce débat, ce sera jamais le bon dès le début. Le premier ne sera jamais le bon. Franchement, si vous avez trouvé le bon de la premier coup, dites-moi, mais ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si c'est le bon, comme vous n'avez pas fait vos erreurs, vous n'avez pas fait vos expériences, vous n'avez pas la même manière de penser, personne n'agira de la même manière que si vous rencontrerez 5 ans plus tard. Donc en fait, c'est impossible et du coup, ça permet aussi de dédramatiser. Ça veut dire, je me lance dans cette aventure, c'est pas le bon, c'est pas grave. Parce que vous êtes là pour créer des expériences, vous êtes là pour les aventures. On disait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. On est là pour faire son expérience. C'est pas le bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Tout le monde veut tout de suite. La plupart ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat se disent oui, on veut que ça marche tout de suite, tout parfait, nickel. Ça n'existe pas et du coup ça crée de la déception parce que le résultat est inférieur aux attentes et c'est ce même schéma. Mais en fait, si vous inversez le schéma et vous dites de toute façon, je suis dans un voyage d'expérience, je suis pas sur le projet qui va pas durer 20 ans, on n'en sait rien, mais je suis pas. C'est certes à ce moment-là c'est le projet de ma vie, mais comme je vous disais au début. J'ai toujours pensé que c'était le projet de ma vie, mais je savais que ça allait m'amener ailleurs. Et du coup, vous êtes vraiment dans un escalier du chemin. Donc, cette étape vous amènera à l'autre, cette étape vous amènera à l'autre, et cette étape vous amènera à l'autre. Et pareil pour les cofondateurs, c'est pareil. Ce sera un jour comme celui-là, un jour vous serez seul, un jour vous serez plusieurs, un jour ce seront des proches, un jour ce seront des inconnus. Et en fait, on trouve jamais le bon. Donc, souvent, on se dit, du coup, autant commencer le plus tôt possible, parce que plus vous lancez tôt, et entre guillemets, vous prenez de risques. Je sais pas, il y a des étudiants ici ou pas ? Ouais. La force de se lancer tôt, moi, toutes mes études, j'ai créé des choses. Ça permet de tester, bien sûr, il y a moins de risques, et ça permet de voir là où tu es bon, là où tu es moins bon, de faire des erreurs, etc. Parce qu'au pire, si tu échoues, tu restes étudiant. Donc, il y a pire. Maintenant, vous allez me dire à l'inverse, vous allez me dire, moi je bosse, ça fait 4 ans que je suis en poste, je vais pas me lancer parce que j'ai un loyer à payer, j'ai des charges, etc. En fait, c'est pas le bon raisonnement parce qu'au final, vous êtes beaucoup plus âgé, donc vous êtes beaucoup plus mature, vous êtes beaucoup plus responsable, vous avez certainement beaucoup plus d'argent qu'en étant étudiant. Donc en fait, vous avez déjà des leviers qui sont avantageux. Donc en fait, il n'y a pas de vraie règle. Si vous commencez le plus tôt, c'est possible, mais la vraie règle, c'est dès que vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. C'est qu'une question de timing, mais il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc ça, c'était pour vous mentionner le fait qu'il faut dédramatiser et ce ne sera jamais le bon. Ce ne sera jamais le bon le premier. Et d'ailleurs, le parfait n'existe pas. Ensuite, du coup, maintenant, on va parler des problèmes des cofondateurs. Pourquoi ? C'est vraiment, il y a un mystère autour de ça, que des cofondateurs s'engueulent souvent, il peut y avoir beaucoup de fractures, ça peut finir très mal. Il y a souvent des problèmes. En fait, c'est assez simple, c'est que souvent l'opportunité sur laquelle vous êtes en face, vous êtes face à cette opportunité, masque les défauts du cofondateur. Ça veut dire, on vous propose une super opportunité, qu'elle soit financière, qu'elle soit intéressante à tout niveau, peut-être parce que c'est un marché que vous adorez, que c'est un produit, etc. Et en fait, toute cette opportunité masque les défauts du cofondateur. Et en général, c'est pour ça que derrière, il y a des conflits. Parce que vous avez omis certaines choses. Et en fait, on se rend compte que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est une règle vérifiée à 100%. Toutes les fois où vous avez un doute, testez, et vous verrez qu'il n'y a pas de doute sur le long terme. Donc en fait, partant de ce constat-là, vous dites, voilà, j'ai un doute. Moi, je vais vous raconter mon aventure juste avant Kimono. Donc c'était la 4e expérience. Je me suis associé avec quelqu'un de plus âgé, plus expérimenté, etc. J'ai toujours fait ça pour l'épanouissement personnel, mais surtout l'aventure humaine. S'il n'y a pas l'humain, c'est pas intéressant. Et du coup, j'avais un doute au début. Et en fait, je me suis dit, l'opportunité était vraiment belle. En fait, c'était une boîte qui s'appelait Mouti. Donc c'était dans la continuation de la récolte. En fait, on avait
des corners qui permet en fait, on avait créé un produit qui permettait d'avoir à boire et à manger dans une seule main. C'était made in France, l'objet était sublime. Et l'idée, c'était de créer des corners dans tout ce qui est centres commerciaux, gares, aéroports. Avec un super produit, super marque, super invention, made in France, super opportunité. Et au final, ça l'était. Et j'avais un doute, mais j'y suis quand même allé. Et en fait, dans cette notion de doute, là, c'est à vous de gérer cette notion. C'est de dire, en fait, est-ce que ça vaut la peine, malgré ce doute, d'y aller? Et en fait, moi, je regrette, mais pas du tout, mais pas 1% de cette expérience. J'ai fait tellement d'erreurs, tellement de conneries, que ce soit de stratégie ou autre, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ça a été bénéfique. Et pourtant, j'avais ce doute, j'avais cette opportunité, mais j'y suis allé à fond parce que je me suis dit, je vais tellement apprendre et qu'on est tout le temps là pour apprendre, pour être meilleur, etc. Ça a permis de faire des erreurs. Et au final, c'est ce qui m'a amené à Kimono. Et si j'avais pas fait ces erreurs à ce moment-là, peut-être que Kimono serait arrivé et j'aurais fait toutes ces erreurs à ce moment-là. Donc je préfère les avoir fait avant. Et que là, aujourd'hui, c'est le jour et la nuit entre ce que je faisais il y a 3-4 ans et ce que je fais aujourd'hui. Donc du coup, ça, c'est à vous de juger. Partez du principe que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et partez du principe que s'il y a un doute, le problème peut arriver. Et pareil, il faut dédramatiser. Vous avez votre doute, tirez. En fait, c'est lié à tout ce que je dis à chaque fois. Il y a ce positif toujours. Certes, vous allez y perdre des plumes, etc. Mais il y a toujours ce positif. Et ce positif vous rendra plus fort en permanence. Donc c'est hyper important sur la notion de cofondateur. Donc c'est aussi sur ce fait de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a aussi allez-y. En fait, moi, mon avis personnel, ça va plus être foncé. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de savoir ce que vous aimez pas. Ça, c'est hyper important. De connaître et de comprendre ce qu'on n'aime pas, ça vous aidera énormément pour la suite. Pourquoi? Parce que la prochaine fois que vous allez avancer, vous allez créer un environnement pour éviter ce que vous n'aimez pas. Donc du coup, vous allez être plus fort, vous êtes dans un environnement où vous allez être à l'aise, et du coup, vous allez exceller. Et du coup, c'est important de passer par l'étape apprentissage, erreur, connerie et doute, je fonce, parce qu'en fait, vous vous dire, oulala, ça plus jamais, ou ça j'aime pas, ça je le sais. Et du coup, ça réduit le champ, et du coup, vous vous dirigez vers tout ce que vous aimez, et là où vous allez exceller. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il y a souvent la question, qu'est-ce qu'un bon cofondateur? Donc, pour citer nos amis les inconnus, il n'y a pas de bon ou de mauvais cofondateur pour la référence. Du coup, en fait, maintenant, pour en avoir vraiment eu beaucoup, aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'un bon cofondateur. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a de mauvais ou il y a de bon. Je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus. Aujourd'hui, un bon cofondateur, c'est quelqu'un avec qui vous faites des erreurs ensemble. C'est hyper important. Le beau cofondateur, c'est surtout pas celui avec lequel vous réussissez, c'est celui avec lequel vous faites des erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quelqu'un, de base, bien sûr, votre cofondateur, il doit vous faire confiance, il doit avoir full transparence et vous devez tout vous dire, mais un beau cofondateur, c'est quelqu'un qui vous met pas la misère quand vous faites une erreur. C'est quelqu'un qui comprend l'erreur et qu'en fait, que ce soit lui ou vous, ou peu importe combien vous êtes, ce soit la personne, c'est une erreur globale. Et en fait, s'il est là pour vous tenir vers le haut, vous tendre vers le haut et vous dire c'est pas grave, de toute façon on voit de l'avant, et ça c'est le bon. C'est l'erreur, c'est vraiment le test. Si vous voulez tester votre cofondateur demain, faites une erreur et vous verrez comment il réagit, comment il va réagir. Est-ce qu'il va se dire oh non, il va te mettre la misère, il va dire non, t'es incapable, etc. C'est pas le bon. Si vous dit ok, ça marche, pas de souci, et focus sur la solution, parce qu'en fait votre erreur c'est aussi la sienne, parce que vous êtes ensemble, c'est comme un couple, une erreur elle est partagée. Et quand il a compris ça, il vous amène vers le haut là-dessus. Et là, c'est que c'est le bon cofondateur. Je vais vous reparler de la récolte. L'associé que j'ai eu à ce moment-là, c'est en fait, j'ai trouvé l'associé de ma vie, entre guillemets. C'est quelqu'un où je vous disais, c'était quand même assez dur. On se payait pas, donc franchement, c'était full bénévolat, full souffrance. Et en fait, là où en fait, on a vu qu'on était fort, et qu'on a progressé, qu'on a fait marcher le truc, c'est que l'erreur, on en a fait mais tellement, vous ne vous rendez pas compte. En fait, on le voyait jamais dans le sens où à chaque fois on se tirait vers le haut. Mais en fait, tu fais cette erreur, c'est pas grave, on voit vers l'avant. Ok, il y a cette erreur, bon merde, en fait on voit ensemble. Et en fait, je me suis dit avec ce gars, c'est sûr que dans 10, 15, 20 ans, je sais pas quand, on refera quelque chose ensemble. Parce que demain, je sais que c'est le beau cofondateur. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, il y a une erreur, mais on l'a fait ensemble. Et c'est cette notion d'erreur. Je sais qu'avec lui, si demain, on veut, par exemple, créer une nouvelle marque de chaises, je sais qu'on sera les meilleurs dans cette industrie. Parce que
l'équipe elle est là, le mental est là, et surtout, on peut faire des erreurs ensemble. C'est pas l'autre qui fait l'erreur, vous faites l'erreur, les deux ou les trois. Donc ça, c'est hyper important. Du coup, ça nous amène à dire que une team fondatrice, ça permet tout ça en fait de créer une team fondatrice solide, et du coup, ça aide et ça entraîne une équipe solide. Du coup, ça m'amène à la troisième partie, qui est toute la partie de l'équipe. Donc l'équipe, c'est la chose la plus intéressante qu'il y a dans ce métier de dirigeant. C'est la chose la plus passionnante et c'est la chose où on est surpris tous les jours. Il y a une partie de l'équipe qui est là-bas. Oui, je vous parle les gars. Franchement, l'équipe, c'est le truc le plus passionnant et c'est le truc qui nous fait vivre tous les jours. Moi, franchement, c'est ce qui me booste tous les jours. Et plus l'équipe grandit, plus c'est des nouveaux challenges et plus c'est intéressant, plus il y a de l'action humaine. Et franchement, la gestion de l'équipe, c'est hyper important. Donc, dans cette partie, je vais surtout faire un parallèle avec Kimono. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec toutes les équipes que j'ai eues, là, je suis en train de créer la meilleure de l'histoire. C'est que là, c'est le meilleur exemple. Franchement, là, on est en train de construire une équipe incroyable. Et du coup, je vais vous montrer, je vais faire le parallèle avec Kimono pour vous expliquer un peu comment créer cette équipe. Parce que je pense qu'on est sur une bonne lancée. Du coup, la première chose, c'est, je disais, nous, on est bientôt une trentaine, il n'y a jamais eu d'offre de poste. Jamais il y a eu d'offre de poste sur des sites de recrutement pour recruter. En fait, tout s'est fait parce que je vous disais, et là on fait le lien avec la première partie, le rapport aux gens. Tous les recrutements ont été des créations de contexte, que ce soit des proches, des amis d'amis, du réseau ou des inconnus. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de ça et ça vous montre l'importance. Mais franchement, on peut vraiment écrire un livre dessus. C'est que tout ce création de contexte, ça vous amène à tellement de rencontres et tellement de choses que demain, vous pourrez rencontrer toutes vos personnes comme ça. Et du coup, ça sera le plus naturel possible. Du coup, donc, on va rentrer dans le sujet. Comment créer sa Dream Team ? Bien sûr, ça commence par le recrutement. Donc, il y a quelque chose d'important, je vais vous parlais de culture. On a dit tout à l'heure que la culture, c'est aussi la manière dont on communique. Et aujourd'hui, même les boîtes B2B qui pensent aucun intérêt de communiquer, votre communication, c'est votre culture et vous transmettez déjà un message, que ce soit dans la manière dont vous vous exprimez, que ce soit la manière de votre direction artistique, de vos visuels. Déjà, vous exprimez votre culture publiquement et déjà, ça fait un filtre naturel. Il y a les gens, ça va pas leur correspondre, donc ils viendront jamais vous voir. Et il y a les gens, ils vont incarner, ils vont dire ça me parle, je vais les contacter. Donc déjà, votre communication attire des talents, c'est votre culture et c'est extrêmement important. Et nous, on l'a fait depuis le début et on joue là-dessus. Et c'est comme ça qu'on trouve majoritairement nos talents. Donc, ok, on communique. Et maintenant, on est contacté. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui me suis occupé de tous les recrutements parce que j'ai pas encore quelqu'un en RH. Donc, du coup, en l'occurrence, ils me contactent. Ça va être soit LinkedIn, soit Facebook, soit par mail, etc. Et là, ce qui se passe dans ce recrutement, je fais un filtre déjà, j'enlève 90% des gens. Pourquoi ? Dès le premier message, dès la manière dont il m'adresse la parole, déjà, il n'y a pas de feeling, si je le sens pas, j'y vais pas. Et ça peut vous paraître en mode « Ah ouais, mais tu passes à côté de choses ou autre ». Non, parce qu'en fait, je garde le peu et c'est celui-là que je vais faire exprimer. Par exemple, on sait que je suis assez jeune, j'ai 27 ans, on est une boîte, on n'est pas dans l'industrie pétrolière, on est dans le vêtement, on est assez cool. Des personnes qui m'écrivent « Bonjour Monsieur Ramel, j'espère que… » et on sent que ça a été un CV envoyé à la volée à 10 boîtes, tout de suite c'est non. Donc en fait, dès cette approche, hop, je regarde pas, c'est fini. Donc déjà, il y a un filtre naturel qui se fait. Et pour tous ceux qui attirent l'attention, donc c'est les personnes qui ont pris le temps de s'adapter. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme de la drague. On s'adapte à son interlocuteur, on se met au niveau. Et c'est là où déjà on voit un peu le profil de la personne. Personne que vous avez écrit soit sur le bon canal avec la bonne manière. Déjà, vous voyez quelque chose. Surtout que nous, on est une boîte de sales. Donc, quelqu'un qui sait bien t'approcher, c'est déjà quelqu'un qui peut bien vendre. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, quand ces personnes attirent mon attention, je passe par une première étape qui va être le call. Donc, je crée le contexte. Ok, un call demain, 20-30 minutes max. Et dans ce call, c'est pas du tout un entretien, c'est une discussion informelle. Donc, on refait le lien avec la première partie. Dans cet échange, je suis en mode, je bombarde de questions, je cherche la pépite, création de contexte. Il n'y a pas de règles, alors présente-toi, non. C'est
échange naturel, et on cherche la pépite. On bombarde de questions. Ah ok, tu fais ça. Ah ok, cool, t'as joué au basket. Ah bah moi aussi d'ailleurs, dans quel club? Tout l'échange peut se faire là-dessus. Mais en fait, tous les points communs, que ce soit hobby, pro, perso, c'est là où vous cherchez la pépite. Donc si je la trouve pas, bon, bah, ça veut dire que c'est pas bon. En général, ça se passe bien, donc on arrive toujours à trouver à quelque chose. Et donc c'est l'objet du call. Donc c'est au fil de ce temps, en fait, surtout que le téléphone, c'est un exercice assez difficile parce que on est loin. Quelqu'un qui sourit via le téléphone, ça c'est que ça s'entend. On entend les émotions, on entend la manière de parler, on entend plein de choses. Donc en fait, c'est un vrai test. Et le téléphone, tu peux déjà savoir à qui tu as affaire. C'est en 20 minutes, tu sais quel type de personne. Et c'est un test hyper intéressant. Donc du coup, l'objet de la fin de ce call, c'est donc quand même de parler du job et de dire déjà, et de se mettre d'accord si ce qu'on entend par ce poste, que ce soit en marketing ou en commercial, est-ce que c'est le même que toi tu veux, ou en tout cas auquel tu t'attends. Si on est d'accord, et qu'il y a eu la pépite trouvée, il y a eu une sorte de match humain, entre guillemets, parce que c'est avant tout ça qu'on recherche, et ben là je propose un rendez-vous. Donc général, le rendez-vous donc, se fait dans le showroom, on se fait dans l'antre de kimono pour connaître la valeur, et ce qui choque souvent, c'est pas un entretien d'embauche à ce moment-là. Et dans cette heure, et donc ça surprend souvent les gens, c'est qu'en fait il n'y a que moi qui parle. Il n'y a que moi qui parle. Les personnes s'attendent à justement passer un entretien. Et en fait, non. Il n'y a que moi qui parle. Parce qu'en fait, le match humain, il a déjà été fait pendant le call. Le test de son CV, on a compris ce qu'il faisait, etc. Il a déjà été fait. En fait, le test le plus important à ce moment-là, c'est de tout expliquer, transmettre la vision, expliquer l'ambition, expliquer l'équipe, expliquer l'histoire. En fait, il faut tout donner. Pourquoi ? Parce que nous, ce qu'on recherche, et tout le monde devrait faire ça, c'est on recherche des gens qui veulent rejoindre profondément l'aventure. On ne veut pas des gens où en fait on les écoute pendant l'heure et en fait ils ne savent pas de ce que vous faites. Et pourquoi il y a des gens qui partent au bout de 3 mois, 6 mois, 2 semaines dans les entreprises? C'est qu'en fait on les a sélectionnés mais ils ne savent même pas quelle est la boîte, où elle va, comment, et au final ça ne matche pas. Donc ça crée de la frustration. En fait, ce moment-là, il est hyper important parce que moi, je mets toute mon énergie comme si c'était mon plus gros rendez-vous, comme si c'était un investisseur ou autre, pour vraiment transmettre. Déjà, il apprend à me connaître, il voit qui il a à faire, il comprend l'ambition, il comprend la stratégie, il comprend tout. Et du coup, le but de ce call, c'est qu'en fait, dans la réflexion, c'est que lui se dise, ce que ça doit générer, c'est de dire, ok, j'ai tout vu, il a été hyper franc, intime, etc. Et je veux en être. Parce qu'en fait, et la deuxième chose qui surprend, c'est que à la fin de ce rendez-vous, je vais pas dire je te recontacte bientôt. Je vais dire voilà, maintenant tu sais tout. Je te propose qu'on réfléchisse tous les deux. Toi aussi, tu as la balle dans ton camp. Réfléchis, tu as tous les éléments, c'est à toi de voir. Donc en fait, on inverse le processus de recrutement, c'est-à-dire vas-y, c'est à toi de me dire si tu as envie de venir et tu sais quoi, réfléchis. Et moi aussi, je réfléchis. En fait, à ce moment-là, en fait, moi j'attends une action de sa part. En général, dans les 48 heures, vous avez un message. Si c'est le bon, sinon, c'est-à-dire que c'est pas le bon. Et en général, si j'ai pas de réponse, moi, jamais je vais envoyer un message et dire au fait, j'ai bien réfléchi. En fait, ma réflexion est nourrie par son action. Et en général, on reçoit 48 heures après, ou dans la foulée, ou autre. J'ai vu, je veux en être, je suis prêt, let's go. Parce qu'en fait, en tout cas chez nous, on ne rejoint pas un job, on ne rejoint pas un salaire, on rejoint kimono. Et kimono, nous, je vous expliquais un peu la vision au début, on est en combat permanent. On est sur une industrie énorme, on est hyper ambitieux. Et donc, nous, on est au combat. Notre adresse mail de recrutement, c'est jointhefight@kimono.co. Et quand vous nous voyez après, pendant ce moment-là, vous comprenez déjà tout de suite si vous avez les épaules ou si vous avez envie d'en être. Et le but de ce moment-là, c'est de se dire, est-ce que, et de générer chez cette personne, et ça veut dire que c'est la bonne, s'il a envie d'en être, c'est bon. Parce qu'en fait, quand quelqu'un vous rejoint alors qu'il y a un match humain et il veut rejoindre l'aventure, derrière, il y a une magie qui opère. Ce qui est important de dire à ce niveau-là, c'est qu'en fait, nous, personne n'a vraiment postulé par un job. Et en fait, nous, on est une boîte de sales. Donc, les 2 tiers de nos effectifs sont principalement des sales. Dans la boîte, il n'y a aucun sales, il n'y a aucune personne qui était sales avant. Il n'y a aucune personne, ou en tout cas la grande majorité, qui ont postulé pour être sales et qui sont sales. Sauf que, en fait, nous, comment on fonctionne, on est une boîte de sales, donc
avant, pour même exercer n'importe quel poste en interne, que ce soit la logistique ou autre, tu es obligé de comprendre le business, tu es obligé de comprendre comment les clients fonctionnent, tu es obligé de comprendre comment le nerf de la guerre fonctionne. Donc on passe par cette case. Et il s'avère que cette case plaît, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de passionnant. Et en fait, j'ai les meilleurs avec moi. Alors que j'ai recruté tout sauf des sales, mais pourtant c'est les meilleurs. Vous allez me dire, mais il est bête, pourquoi il va pas chercher des sales dans d'autres startups, des mecs qui sont sales, quoi. Et en fait, c'est des personnes qui ont rejoint une aventure où il y a un fit humain. Derrière, les compétences, ça se forme. En fait, faut jamais s'arrêter. On fait jamais 2 fois le même métier. Quand vous changez d'aventure ou quand vos employés vous rejoignent, vous avez beau leur expliquer ce qu'ils vont faire, ils l'ont jamais fait. Mais ils ont sûrement des notions et des compétences. Mais c'est pour ça, les compétences, ça vient après. C'est quelque chose qui se forme, c'est quelque chose qui se crée. Mais quand vous avez ce fit humain et vous avez quelqu'un qui rejoint l'aventure, au moins pour le moyen terme, et qui veut mettre sa pierre à l'édifice, et bah, tout est possible. Il y a vraiment une magie qui opère, et moi je le vois au quotidien. Du coup, pour les petites KPI, c'est qu'en fait, tous mes recrutements se sont passés comme ça. J'ai jamais vu 10 personnes pour un poste. Franchement, ça s'est fait toujours une personne qui a passé toutes les étapes avec succès et qui est présent. Et donc en fait, ça n'a jamais loupé. Et donc je le teste en permanence et j'essaie de voir. Mais en l'occurrence, ça marche toujours parce qu'il y a ce rapport aux gens, il y a ce fit humain, il y a cette intensité, il y a cette transparence. Si tout le monde est aligné, normalement, ça peut que bien se passer. Là, je vous parle pour une structure entre 0 et 50 employés. Ça se trouve, on sera 100, 200. Il y aura peut-être des process, il y aura autre chose. Aujourd'hui, en tout cas, je parle en connaissance de cause aujourd'hui sur notre petite structure. C'est comme ça qu'on opère. Maintenant, entre 0 et 50, je ne sais pas à quel niveau vous en êtes, mais déjà, ça fait quand même une trame. Du coup, je disais, tout le monde postule pour Kimono. Et en fait, comment faire en sorte que cette équipe donne le meilleur de soi-même et comment faire en sorte qu'ils s'éclatent, etc. J'ai inventé une règle que j'appelle en fait les 3 variables pour nager dans l'océan des skills, donc des compétences. En fait, si vous mettez cet environnement, donc ces 3 variables, la première c'est on te fait confiance. Hyper important, la notion de confiance. Si quelqu'un de votre équipe sent qu'il y a ce manque de confiance, ça bloque tout. Et autre chose, on a confiance en soi. Donc la première variable, c'est on te fait confiance et tu as confiance en toi. La deuxième, c'est tu maîtrises ton sujet. Maîtriser son sujet, ça ne veut pas dire être expert, ça veut dire on sait de quoi on parle. On n'est pas à côté de la plaque, on n'est pas à l'ouest. Donc on vous fait confiance. On vous fait confiance et vous avez confiance en vous. 2, vous maîtrisez votre sujet. Et 3, vous prenez du plaisir. Si les 3 variables sont réunies, vous êtes le meilleur que vous pouvez être. En fait, vous exercez dans le meilleur environnement possible. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pour moi-même, personnellement. Dès qu'on me fait confiance, j'ai confiance en moi, je maîtrise mon sujet, je prends du plaisir. Là, vous nagez, ce que j'appelle, donc vous nagez dans l'océan des skills. Et en fait, vous devenez le meilleur de vous-même au quotidien dans cet écosystème. Et c'est pareil pour toute l'équipe. Vous calez cet environnement, c'est là où vous voyez les bons, c'est là où vous voyez les moins bons, et c'est là où vous voyez les excellents. Et du coup, en partant de ce principe-là, pour moi, c'est la manière de comment est le succès du personal growth en entreprise, avec ces 3 variables. Et moi, j'essaye de poser cet environnement chez tout le monde parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et là, pour avoir des personnes qui rejoignent l'aventure, ils seraient prêts et peuvent faire tout type de poste parce qu'on les forme à ça. Ensuite, dans l'équipe, il y a aussi tout le principe de hiérarchie. Donc, la hiérarchie est souvent mal vue parce qu'elle a une image négative de ce qui se faisait avant. La mauvaise hiérarchie, ça va être fais ça ou donne des ordres. Ça, c'est la mauvaise hiérarchie. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je pense qu'une hiérarchie, elle est obligatoire. Elle peut être horizontale, elle peut être ce que vous voulez, mais une hiérarchie, elle doit être là. Et en fait, la hiérarchie, elle est là uniquement pour plusieurs raisons, enfin des simples raisons, qui est de structurer. Il faut bien que quelqu'un s'occupe à structurer, de cadrer un peu tout ça, parce que tout le monde ne peut pas être dans l'opérationnel. Il faut quand même qu'il y ait de la structure et qui accompagne le navire. Et ça permet de guider. En fait, la hiérarchie, ça permet de guider et de justement mettre dans un environnement avec ces 3 variables dont je parlais avant pour permettre le meilleur de tout le monde. L'idée, c'est de tirer vers le haut tout le monde et l'idée, c'est d'en tirer le meilleur. Et quand vous avez compris ça, la hiérarchie, elle est évidente en fait. Il n'y a même pas comment dire, je sais, j'ai plus le terme.
Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Il n'y a pas de gêne ou de débat là-dessus. Autre point important pour l'équipe, c'est laisser le choix. Ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup d'entreprises et même des jeunes qui oublient ça. Laisser le choix à son équipe. Par exemple, il y a quelque chose que je dis dès le début, au premier entretien, le premier jour, et que je répéterai toujours autant. Tu es maître de ta carrière. C'est toi qui décides ton chemin en interne. Parce qu'on sait que tu es revenu pour le projet, c'est toi qui décides là où tu veux aller. C'est toi qui décides. Et en laissant le choix, en fait, il se passe des choses incroyables. Parce que quand on vous donne le choix, vous n'avez pas envie de décevoir, vous avez envie de faire les choses bien. Et en plus, c'est vous qui l'avez choisi. Donc ça vous fait plaisir. Et si vous voulez rien faire, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Mais le laisser le choix, c'est hyper important. Nous, comment on développe ce système, c'est qu'en fait, on a mis tout en place un principe de side project. C'est-à-dire que tu as une major, je suis sales, je suis marketing, je suis logistique, je suis en prod, etc. Tout le monde a un side project. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde a quelque chose à développer. Ce qui permet qu'en fait, tout le monde a une notion de chef de projet, ce qui aussi peut être plus épanouissant, parce que du coup, dans ce projet, alors que je suis en logistique, je peux avoir accès à de la com, donc ça permet de parler aussi avec mes autres collaborateurs. Et en fait, ça permet aussi de voir en fait, comment tu gères ton projet. Si en fait, tu excelles là-dedans, ce projet devient en fait ta majeure. Donc en fait, c'est toi qui choisis. En fait, c'est comme ça qu'on opère. Aujourd'hui, tu as ta majeure, tu fais ça, mais grâce à ce side project, demain, ça pourrait être ta majeure. Et j'ai un exemple, je ne sais pas s'il est là. Non, Antoine, il est parti. Exemple, Antoine, donc, en fait, il a commencé sales chez nous. Il a toujours été passionné par le digital. Il n'a pas fait non plus des années dans le digital, mais il a toujours été passionné là-dessus. Donc je lui ai dit, de toute façon, le digital, enfin, on a compris tous les deux que c'est un intérêt pour la boîte et que c'est un intérêt commun. Et en fait, je lui ai dit, c'est ton side project. Vas-y, viens, on développe le digital ensemble. Ça prend peut-être 20-30% de ton temps, peut-être un peu moins. Et montre que tu es bon là-dedans, montre que ça marche, forme-toi, apprends-toi, parce que tout le monde peut se former et tout le monde peut apprendre. Et on verra où ça nous mènera. Et aujourd'hui, donc ça fait plus d'1 an qu'il est dans la boîte, ça fait peut-être plus 4-5 mois qu'il est sur cette project. En janvier, ça va être le head of digital de la boîte, donc ça va être sa majeure. Et en fait, on procède comme ça pour tous les profils et pour toutes les personnes. Vous êtes maître de votre parcours, vous êtes maître de votre carrière, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui donnez le tempo. Moi, je suis là pour vous guider, je suis là pour vous créer le meilleur environnement possible, à vous d'exceller. Et partant de ce principe, vous avez des gens ultra motivés, vous avez des gens qui deviennent de meilleurs de jour en jour, et là, vous commencez à avoir une équipe solide. Donc ça, c'est pour la partie laisser le choix. Et un des derniers points sur la constitution de l'équipe et comment faire en sorte qu'elle soit incroyable, il y a toute une partie d'analyse. On ne le voit pas, c'est pas quelque chose qu'on ne voit, mais l'analyse de son équipe et la compréhension, c'est la clé pour tout dirigeant, fondateur ou cadre. Dès que vous avez une équipe, l'analyse de cette équipe, elle est extrêmement importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, moi, c'est qu'ils ne le savent pas, mais c'est que j'analyse tout. En fait, je vois tout, je comprends tout et je suis tout le temps dans l'analyse. Ça ne sert à rien de réagir en permanence et de réagir à chaud, etc. Et souvent, quand je fais des one-one avec eux, ils pensent m'apprendre quelque chose, mais en fait, ça a déjà été analysé et après on en discute. Mais en fait, cette analyse, elle permet une chose qui est extrêmement importante, c'est il y a toujours des personnes qui vont être moins bons quelque part et des personnes qui vont être très bons quelque part. Parfois, le côté bon peut repenser que 10% de la personne. Et vous dites, en fait, je l'analyse, j'ai compris, je sais ses forces, je sais ses faiblesses. Et en fait, le but du dirigeant, c'est de se focaliser sur le bon. En fait, on s'en fout du pas bon. Tout le monde a des choses on fait tous des choses moins bien. Il y a du mauvais, forcément. Mais qu'est-ce qui est le bon ? Où est le bon ? Et en fait, en trouvant ce bon, vous l'analysez, vous le comprenez, et vous le tirez vers ce bon, pour que demain, ce soit plus 10% de bon, mais que ce soit 90% de bon. Parce que vous l'avez poussé. En fait, vous poussez tout le temps, et ça, c'est dû à une analyse permanente de son équipe. C'est aussi, par exemple, à la bonne place. Parfois, vous bougez des personnes de place qui sont moins bons là, qui peuvent être excellentes à l'autre. Et donc, cette analyse permet de comprendre et de se dire pourquoi, en fait, il ne ferait pas ça ? On en parle, bien sûr, ensemble, mais en fait, tu es bon là-dessus.
vas-y, éclate-toi, va à fond là-dessus. Donc ça permet de, parce que tout le monde, même la personne ne le voit pas forcément, elle se dit bon bah peut-être que je suis bon, mais en fait, en t'analysant, je sais que tu peux être excellent et meilleur ailleurs. Donc le rôle, c'est de guider et de placer à la bonne place. Donc il y a toute cette logique d'analyse qui, tout ça permet d'avoir une équipe extrêmement solide. Donc en fait, là, tout ce que je vous ai dit sur la partie d'équipe, en fait, nous, ça représente clairement notre culture. C'est vraiment comment on fonctionne, comment on pense. La culture, c'est comment, en fait, je pourrais vous parler de culture pendant longtemps. Je vais essayer d'écourter, mais en fait, la culture aujourd'hui, comment transmettre la culture et comment créer une bonne équipe, ça passe par une vision commune. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de la vision. C'est hyper transparent. Tout le monde, cette vision, elle est updatée parce qu'elle est mise à jour. Elle évolue dans le temps. Il faut que tout le monde soit au courant. Il faut que tout le monde comprenne cette vision. La culture, c'est aussi laisser place à l'auto-expression. Une culture, elle s'impose pas. C'est pas on dit demain on fait ça ou aujourd'hui ça se passe comme ça chez nous. Une culture, c'est des millions d'expressions du nombre d'individus que vous êtes qui permet de créer et de faire éclore cette culture. Donc il y a laisser place à cette auto-expression qui donne place à des rituels et qui donne place à la visibilité de vos valeurs profondes. Donc c'est vraiment ça, comment en fait vous créez votre culture et c'est dû à tout ça. Maintenant, après, ensuite, il faut la rendre tangible. Qu'est-ce qu'on appelle tangible ? C'est, comme on en parlait au début, des beaux bureaux, des beaux vêtements. Donc, il y a des sociétés qui s'appellent Kimono qui font ça très bien pour vous aider. Mais au-delà de ça, pour le côté pub, mais au-delà de ça, votre culture, même si vous savez qu'elle est forte parce que vous êtes comme ça, vous avez toujours été comme ça, il faut la rendre tangible. Ça peut être, comme je disais, sur les murs, ça a été connu de toujours placer ces grands slogans sur les murs, mais il y a plein d'autres choses, c'est des événements entre vous. Donc voilà, pour la partie culture. Du coup, je pense qu'on va passer aux questions. Ça fait un petit moment, donc merci pour votre écoute. L'idée, c'est qu'on échange ensemble, donc l'idée, c'est que voilà, on est quelque chose qui se crée tous ensemble. Donc voilà, je pense que le mieux, c'est de passer aux questions. Et voilà, merci à tous. Alors la question, c'est pourquoi Kimono se trouve chez The Family ? En fait, c'est assez simple, c'est qu'on a cofondé la boîte ensemble. C'est-à-dire que les associés de Kimono, c'est The Family, Olivier et Hugo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est l'expert textile, c'est lui qui a l'usine et c'est lui qui est dans le métier. Donc en fait, on est 3 associés et c'est pour ça que on cofonde vraiment la boîte ensemble. Donc nos bureaux sont au 2e étage et le showroom est juste là. Mais comme on commence à prendre la place, on va sûrement avoir nos propres bureaux bientôt. Ouais. Alors la question c'est à partir de ma 5e boîte, est-ce qu'il y a une nuance entre toutes les cultures ? Tu veux dire, est-ce qu'elles sont toutes différentes ? En fait, elle est tout le temps différente parce que ta culture, elle est liée aussi à ton équipe et elle est liée à ton produit, à ton projet. Pour dire rapidement, moi, toutes mes boîtes ont été des produits physique. Donc la première, c'était une boisson relaxante, donc l'inverse d'un Red Bull. C'était une boisson qui apaisante, qui prône le bien-être, totalement naturelle. Ensuite, il y a eu la récolte, donc les stands de fruits dans les events et les universités. Ensuite, il y a eu Mouti, c'était un peu la même en évolution dans les centres commerciaux, gares, aéroports. Ensuite, il y a une boîte qui s'appelait WakaTP qui était dans l'événementiel. En fait, elles étaient toutes différentes. En fait, ce que tu crées et en fait le fil conducteur avec tout ça, c'est que ça t'apprend des automatismes, ça t'apprend à te dire en fait la prochaine ou là je fais mal mais peut-être ça je pourrais faire mieux, ou en tout cas ça te permet d'être plus confortable avec ça et ça te permet de la construire plus rapidement. Sur les autres, franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une énorme culture parce que justement il y a eu des erreurs, il y a eu plein de choses et il y a des projets où c'est resté à la base des fondateurs, mais pas de nuance. En fait, tout est différent. Parce que le projet, l'équipe, les gens, tout. Donc en fait, tu ne peux pas répliquer une culture, elle est propre à l'ADN. Même si c'est toujours toi qui bouge et change de projet, c'est tout le temps unique, tout le temps authentique et il n'y a que des nuances en fait entre tout ça. Donc, voilà. Ouais. Donc la question c'est comment donner plus de détails sur comment le call de
premier call, de premier échange de recrutement se fait. Et bah écoute, assez simple. On trouve une date, on trouve un moment, on s'appelle. Et en fait, en général, la première minute, je pose le plan du call. Comme ça, moi souvent, je pose le cadre. Avant même un rendez-vous aux choses, je l'explique. Bon voilà, aujourd'hui on s'appelle parce que tu es intéressé. Je t'explique comment ça va se passer. Je pense un premier temps, c'est que j'ai besoin de te connaître. Donc je vais te poser plein de questions. Ensuite, je te présente très rapidement Kimono. Ensuite, on va parler du poste. Et ensuite, on verra la suite. Et je pense que ça va durer entre 20 et 30 minutes. Voilà. Ça te va ? Ok, cool. Et là, on commence. Donc ça, c'est le début. Le cadre est posé. On sait que ça va durer 1 heure, donc faut être synthétique. Et en général, je commence par plein de questions. Donc, j'ai même pas lu le CV avant. Et je m'interdis de lire je le lis après dans ma réflexion, mais je m'en fiche des expériences parce que je veux les découvrir en live. Je veux qu'ils me les disent. Et il peut omettre des choses, c'est pas grave. L'idée, c'est donc je vais commencer à poser. Alors raconte-moi, tu fais quoi en ce moment ? Déjà, t'es en poste, t'en es où ? Comment t'en es arrivé là ? Ah ok, mais t'es de Paris à la base ? Ah non, ok, j'ai vécu à Bordeaux, j'ai fait mes études là-bas. Ah ouais, ok, t'as fait quoi comme école ? Ah ok, super, sympa. Et j'imagine, t'as eu des stages à ce moment-là, ouais, j'ai développé ça. Et en fait, j'ai pas de règle à partir de là, parce que là, c'est à chaque fois unique à la conversation. Maintenant, l'idée, c'est comme je te disais, focus sur trouver la pépite. Je me tue à, même si tu te dis ça va pas, de dire non, il faut trouver les choses de bien. Trouve cette pépite parce que tout le monde l'a, on l'a tous et le bon profil il est chez tout le monde. Il faut juste le trouver. À ce moment-là, je dois trouver cette petite pépite qui me dit ok, ça vaut le coup de le rencontrer ou de la rencontrer. Donc à ce moment-là, on pose plein de questions et on est dans un vrai échange informel, naturel. C'est comme si on venait de créer le contexte au bar là-bas, je me sers un verre d'eau et on discute. Ah ok, t'as un quart d'heure, vas-y raconte-moi, et on discute. Et c'est là où tu crées le fit humain, sachant que nous, une des règles principales chez nous, c'est le fit humain. J'ai toujours fait ça pour l'humain et je veux inculquer ça dans la boîte, c'est le fit humain. S'il n'y a pas de fit humain, tu passes quand même 5 jours de la semaine avec ces personnes, tous les jours, si vous n'aimez pas, c'est chiant quoi. Donc voilà. C'est comme ça qu'il se déroule. Ensuite, en fonction du niveau de rapidité où j'ai ma pépite, j'attaque direct, j'enchaîne parce qu'en fait c'est évident, c'est bon, je l'ai, il faut que je le rencontre. Du coup, je dirais je te présente rapidement Kimono. Je donne pas trop de détails parce que l'explication se fera en live. Et derrière, j'explique qu'on soit d'accord sur le même job parce que tu peux postuler en marketing, tu as 6 ans d'expérience, sachant nous on est au tout début, on a peut-être besoin d'un mec qui contrôle tout le service. C'est peut-être pas les mêmes attentes. Donc il faut juste vérifier que le poste, on est d'accord sur les mêmes choses. Et à ce moment-là, je dis go, on cale un rendez-vous, généralement la semaine qui suit ou dès qu'il y a une dispo. Et on se voit dans la foulée. Ça répond à ta question ? Ok, cool. Yes. Dis-moi. Du coup, la question, c'est comme il n'y a pas comme je lis pas les CV ou autres, comment j'identifie les besoins ou comment oui, il y a des besoins en amont. On a besoin de quelqu'un en logistique, par exemple. En fait, alors il y a de la création de postes parfois, à l'opportunité. Je fonctionne vachement comme ça. Mais en vrai, en fait, souvent dans ma tête, je vais avoir le besoin, par exemple, je vais me dire, là en ce moment, et c'était le cas il y a 2 mois, donc j'ai un bon exemple. Je m'étais dit, ok, là, avant Noël, il faut structurer pas mal de choses. J'ai besoin de 3 commerciaux, un mec en logistique, j'ai besoin de quelqu'un en marketing, j'ai besoin de 2 devs. J'avais mon scope de besoin. Et en fait, je l'ai en permanence. Et là, c'est à toi. Donc, je vais pas faire de post, je vais pas faire d'offre, mais c'est à toi en fait d'en parler, de créer le contexte en permanence. Par exemple, la personne qui est responsable logistique chez nous, c'est quelqu'un qui était en apéro chez moi. Et je lui dis, tu fais quoi dans la vie ? Il me dit, moi je bosse en logistique chez UPS. Je dis, génial, je cherche quelqu'un en logistique. Et du coup, match, il nous a rejoint. Et en fait, ça peut paraître trop simple, mais en fait, j'ai mis ces besoins, ils sont jamais urgents, parce qu'un besoin urgent, généralement, ça implique des mauvais choix. Je sais que dans les 2-3 mois, il faut que je trouve quelqu'un. Et par rapport à tout ce que tu fais, communication, création de contexte, rencontre, et tu t'en parles. Moi, par exemple, dès que je croise quelqu'un, je dis en fait, tu connais pas, tu poses des questions, tu plantes des graines partout, et après ça vient. Et généralement, je filtre comme ça. Après, nous, on reçoit pas mal de messages entrants, donc du coup, déjà, j'ai un filtre. Et souvent, ça tombe bien. J'ai des personnes qui recrutent pour le poste de commercial. J'en cherche un génial en plus. Il m'a attiré l'attention et en plus, on s'appelle derrière. Là, du coup, c'est cool. Donc,
Donc le CV, je m'y intéresse vraiment quand on est au téléphone, enfin, il me le dit à l'oral et après quand on se voit, mais les besoins, ils sont dans la tête, et maintenant, opportunité, création de contexte, et c'est comme ça que tu trouves la meilleure personne. Nous, depuis le début de Kimono, il n'y a personne qui est parti, personne n'a quitté Kimono depuis le début, parce que je pense que tu trouves le bon profil, et comme on disait, il y a du bon chez tout le monde, donc si ça se passe mal, c'est que sûrement, il n'est pas à la bonne place, donc tu peux le trouver ailleurs, parce que il a rejoint Kimono, donc c'est quelqu'un qui y croit, donc il faut pas lui dire non à quelque chose. Donc voilà, est-ce que ça répond Ouais, cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Donc la question c'est comment gérer sa croissance et comment garder sa culture, son management et sa manière de penser quand on scale. C'est une très bonne question parce que je bosse dessus au quotidien. Parce qu'en fait, ne serait-ce que d'être 0 à 10, et quand on passe de 10 à 20, déjà c'est un premier cap. Et donc en fait, ce que je me dis, même si on va assez vite, on grossit assez vite, on est toujours dans une phase de un pas en arrière, deux pas en avant. Il y a un moment où quand on grandit trop vite, je me remets à tout structurer et à pas passer le next level tant que celui-là il n'est pas nickel, que ce soit le management, que ce soit l'efficacité, la productivité et même la culture. Là, il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés il y a d'ici le mois dernier. Le mois dernier, il y a eu entre 5 et 10 personnes, entre les 2 mois qui ont suivi, entre début novembre et jusqu'à Noël, début janvier. Ça fait 10 personnes. Tout de suite, ça chamboule, parce qu'on est un petit groupe, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ta culture, tes compétences, etc. Et en fait, on est focus à ce moment-là, sur le moment présent, et de les intégrer, les former, qui est le match, donc tu fais tous les efforts qui vont avec, avant même de réfléchir au next level. Et en fait, je m'interdis d'aller plus vite à ce moment-là, tant que le niveau il n'est pas atteint en fait à 100%. Parce que justement, si tu vas trop vite et demain redis, 2 mois après redis, 2 mois après redis, là tu peux perdre le contrôle. Et là, il peut y avoir des choses qui sont après inévitables derrière, et du coup ça tue toute la beauté de la dynamique. Donc comment je procède en fait en général, en fait j'ai 3 visions. J'ai une vision court terme, moyen terme et long terme. La vision court terme, c'est en général 3-4 mois ou 2-3 mois. Je les appelle les steps. Donc ensuite, la vision moyen terme, c'est la vision annuelle, donc la vision sur l'année. Et la vision long terme, c'est au moins aux 3-4 prochaines années. Et cette vision court terme, c'est en fait des focus. Donc je les appelle les steps. Donc il y a step 1, step 2. Là aujourd'hui, à partir là, on est à la step 6 depuis l'histoire de Kimono. Et en fait, il y a des grands focus. Exemple, faire un sales record tous les mois. Exemple, lancer la tech. Lancer l'international. Il y a des sujets où il y a 3-4 focus. Et en fait, le but de cette step, c'est de se focus là-dessus et de se dire, on passe pas à la next step, ou en tout cas, c'est pas bon si tout ça n'est pas enclenché et tout ça n'est pas fait. Et là-dedans rentrent les notions de management, rentrent les notions de culture, etc. Donc du coup, ça permet en fait de grossir, structurer, grossir, complètement. Et du coup, tu maîtrises. Et du coup, je pense que là, on va être une petite trentaine. Je pense que j'ai l'équipe pour passer les 6 prochains mois, sauf si justement on va trop vite. Mais je me reposerai la question. Et dans 6 mois, ok, on restructure. Allez, maintenant on passe à vitesse supérieure, on scale. Jusqu'à un moment où on se dit, ok, là maintenant on arrête. Là maintenant on arrête et on se dit, maintenant on restructure. On comprend et on fait en sorte que tout se transmet. La culture, le management, en faisant évoluer tout ça. Donc ça, c'est un travail du quotidien. C'est de la réflexion, c'est de la stratégie. Et je suis en plein dedans. Et pour l'instant, jusque ces 30, j'y arrive. C'est pas évident dans le sens où c'est dur de tenir ça. Donc c'est une très bonne question. Mais je pense qu'il y a la notion de se dire, on veut grandir, on veut grossir, tout le monde veut grandir. Et toujours cette notion de un pas en arrière, 2 pas en avant. Je fais un pas en arrière pour voir où on en est. Par contre, comme je l'ai fait, j'ai cleané un peu le truc, 2 pas en avant. Et ça permet d'avancer. Et du coup, on structure à chaque étape. Et du coup, c'est sain. Ça crée pas... Ouais. Donc du coup, la question, c'est dans la maîtrise du sujet, qui est extrêmement importante pour des employés, comment se passe la formation et comment on en vient à maîtriser son sujet. Et alors en fait, justement, tu l'as dit, par la formation. Nous, on a une semaine de formation. Enfin, il y a ces 3 mois à peu près de formation, mais il y a une semaine intense sur la formation. Et en fait, toute l'équipe est là, en fait, est prête pour cette intégration. En fait, nous, on met de l'investissement humain
sur la formation parce que c'est le plus important, parce que si on veut qu'ils maîtrisent demain le sujet, ça passe que par ça. Donc par exemple, nous, on a tout un programme sur la semaine et il évolue à chaque fois parce qu'on l'améliore. Il y a une première journée où le premier jour, il le passe avec moi, toute la journée. Donc là, je raconte plein de choses, je montre plein de choses, on discute. Le B à bas, on va dire, de la boîte. Ensuite, si c'est par exemple sales, on a 4-5 personnes de la boîte qui vont s'occuper de sa formation. Ils vont se diviser les tâches et ils vont tout lui montrer. En fait, la première semaine, c'est comprendre toute la boîte. Donc, tu vas faire des journées dans chaque pôle. La semaine, le mercredi, ça va être dans la partie prod. Tu vas rencontrer les gens qui sont en logistique et en prod. Et ils vont t'apprendre. Ensuite, tu as la partie com. Tu vas voir, donc, dans ton travail, tu n'auras pas tout le temps à faire à ce job, mais il faut que tu comprennes tout. Donc en fait, maîtriser son sujet, même s'il est petit dans un grand écosystème, il faut tout connaître. Donc il y a une phase où on passe par un 360 et donc on passe énormément de temps. Donc ça, c'est la première semaine assez intense où on n'attend rien de l'autre. Surtout, on n'attend rien. C'est mode éponge. Pose des questions, écoute et ingurgite. Ça, c'est la première phase. Ensuite, nous, on sait, et franchement, pour l'avoir fait avec toutes les personnes qui sont venues, une formation pour quelqu'un maîtrise son sujet et soit opérationnel, c'est 2-3 mois. En tout cas, chez nous, c'est 2-3 mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette semaine, ensuite, c'est parti, il commence. Et là, il y a des millions de questions, il y a des millions de cas. Surtout que nous, on est dans un business du personnalisé sur mesure. Donc, c'est pas on vend juste un produit. Il y a plein de choses à comprendre. Et en général, là, on dépense une énergie et un temps fou sur son match déjà humain, son match professionnel, ses compétences, son test, etc. Et au bout de 2-3 mois, en général, ils maîtrisent leur sujet. Et donc, on investit énormément de temps et d'énergie dans la formation. Et moi, quand quelqu'un arrive, c'est ma priorité. J'ai beau avoir le deal du mois ou le rendez-vous à pas louper, la priorité, la nouvelle recrue. C'est des personnes qui demain pourront être autonomes, être indépendants. Et donc, du coup, il faut qu'ils aient toutes les bases. Parce que quelqu'un qui commence avec les mauvaises bases ou des a priori, il est biaisé tout le long. Et derrière, c'est bancal. Donc, tu fais un tronc solide et ça passe par cette formation. Et là, il maîtrise son sujet après. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, chacun a un mentor. C'est-à-dire chaque personne qui rentre dans la boîte a un mentor. Ça ne va pas être son mentor, son chef pendant des mois. C'est son mentor pendant sa formation, 2-3 mois. Et ce mec-là, c'est celui qui répond à toutes ces questions. C'est celui il y a une sorte de petite relation qui se crée, qui t'aide. C'est celui qui t'encourage, c'est celui qui te forme, qui te guide, etc. Et demain, ça se trouve, ils seront collègues. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être son N+1 ou autre. C'est ton mentor et c'est mon peer-to-peer et je vais t'aider. C'est moi personnellement, je vais t'aider. Et ça, on l'a fait dès le début quand on a commencé à être 7-8. Et en fait, il y avait 3 nouveaux. J'ai donné à 3, je leur ai dit, vous occupez d'eux. Et chacun a tellement pris à cœur cette responsabilité. Et du coup, ils ont formé de la meilleure des manières. Et cette personne, comme elle a reçu du care à 100%, elle va faire la même chose avec ses prochains, etc. Et c'est comme ça que tu crées une cohésion. Et du coup, nous, il y a cette phase de mentor. Donc, il n'est pas tout seul. En fait, il est toujours avec une personne qui l'aide et qui est là pour poser toutes ces questions. Ouais. Une règle de résolution de conflit, ouais, carrément. Ouais, et il y a une règle qui est très simple, mettre tout sur le tapis, tout le temps, et le plus vite possible. Il y a un truc qui va pas, il y a une gêne qui va pas, oh là là, système d'alarme, on met tout sur le tapis. Et au pire, on bouscule des gens, c'est pas grave, on parle, les yeux dans les yeux, tout le monde est des humains, et le conflit, il est négatif, pour moi, il n'y a pas lieu d'être, il y a toujours une solution à un conflit, tout le temps, et donc du coup, dès qu'il y a ne serait-ce qu'une petite étincelle de conflit, là c'est alarme maximale, et on met tout sur le tapis. On va discuter, on va voir, et là on déballe tout. Et on laisse rien mûrir. Si c'est des personnes entre elles ou autres, on amène tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, et on règle le conflit. En fait, le conflit, il ne faut pas qu'il y en ait. Et il peut s'anticiper, il peut se créer. Et s'il y a un conflit qui a été... qui est quelque chose, je sais pas, quelqu'un qui se sent mal depuis 6 mois et qui explose du jour au lendemain, c'est-à-dire que l'analyse de son cadre ou peu importe, elle n'a pas été bonne. Normalement, il y a assez de messages et de symptômes qui annoncent le conflit. Et à ce moment-là, moi, chaque fois où il y a eu des exemples, et encore, j'en ai pas eu des millions, mais on arrête tout de suite l'incendie et on arrose tout de suite. Il vaut mieux se faire mal d'un coup, et comme ça, on passe à autre chose que se torturer l'esprit et se dire, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc voilà.
Ok, donc la question c'est, lorsqu'on crée sa boîte et qu'on a des fondateurs, la question de départ c'est qui fait quoi? Et alors déjà, si tu te poses cette question, c'est pas les bons. Ça c'est quelque chose naturellement. Il y en a un qui est là, tu sais que c'est lui le CEO, ou tu sais que c'est toi le CEO. Il y en a un, tu sais que c'est son expertise. En vrai, là c'est le feeling. Et franchement, les boîtes où vous posez cette question au début et vous dites, bon, qui fait quoi? Vaut mieux pas y aller. Là, il y a un gros doute. C'est des choses qui sont, ces choses qui doivent être naturelles, ces choses qui doivent être senties. Moi, franchement, c'est toujours fait naturellement. Hop, c'est comme ça. Ok, let's go. Même sur le principe départ ou autre, principe qu'il y a un fit humain, il y a une valeur. Tout le monde a ce titre. Vous êtes deux, vous dites bon allez 50-50, il n'y a pas de débat. Vous êtes trois, bon bah voilà cette répartition et en fait c'est des choses franchement ça s'est toujours fait naturel. Et si ça ne devient pas naturel, c'est justement c'est que c'est pas les bons et qu'il va y avoir des problèmes derrière. Sur le long terme en tout cas. Donc en vrai non, il n'y a pas de règles en disant il faut faire ci, faut faire ça. Ça se sent. C'est justement vous en avez tellement parlé. Il y a des natures qui doivent se montrer. Lui, il est CEO. Lui, il a un gros souci. Enfin, il a une grosse valeur de care ou autre. Ce serait lui, le chef produit, parce qu'il est perfectionniste. Et c'est des choses que vous pouvez en parler. Vous pouvez vous conseiller en disant t'es très comme ça, j'adore. Je pense que tu devrais faire ça. Ah ouais, t'as raison. Hop. Et il devient le mec en charge du marketing. Oh, toi, t'es tellement un bon vendeur. Faut que tu sois le directeur commercial. Et par contre... ah bah, et en plus de ça, c'est toi qui as le meilleur aura, c'est toi qui as la meilleure vision, c'est toi qui es le meilleur organisé ou autre, bah, ce serait cool que ce soit toi le CEO. Simplement, en fait, c'est des choses, il n'y a pas de débat. Parce que s'il y a débat, ça se posera dans 6 mois, 1 an, et là tu dis, bah en fait, non, tu n'étais pas le bon à ta place. Mais c'est des choses que ouais, tu crées naturellement. Donc c'est pas évident, ça se sent. C'est que du feeling. On est que sur de l'humain, permanence. Ok. Et bah merci à tous. C'était un plaisir.